Mesdames, Messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour ce retard dans le démarrage d'Actu Matin de ce vendredi. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas, disait Victor Hugo. Dans Actu Matin de ce vendredi, le dernier numéro de la semaine, nous allons consacrer un moment à la lecture d'un livre, La traite des morts, un livre qui traite d'un sujet d'actualité qui retrace l'histoire d'un jeune qui voit son destin basculer irréversiblement dans l'horreur avec son auteur, Seth Moshe Carlisson. Dans notre rubrique Lecture, Art et Tourisme, nous allons partager avec vous quelques passages de ce livre. Chaque vendredi, recevez Franck Aounou qui choisit de poser 5 questions pour vous à un invité. Comme dans un face-à-face, aujourd'hui, je suis curieux aussi de savoir qui sera dans sa cage aux questions. Les bons plans de week-end seront au rendez-vous d'Actu Matin de ce vendredi avec Hidayat Salifou qui a fouillé pour vous quelques adresses et événements à vivre afin de passer de bons moments de week-end. Le forum de discussion, la revue de presse de Assiongman Kanya Assiongman viendront mettre un terme à notre rendez-vous matinal de ce vendredi. Si vous êtes prêts, c'est que nous sommes prêts aussi. Voici la une des journaux. La une des journaux avec le quotidien Fraternité, procès à la Crayette, un dossier vidé. Le second en suspense laisse régisseur de la DGI et son féticheur lourdement condamnés. Boko et Omeki ont un délai de 5 jours pour constituer leur conseil. Lutte contre le mariage précoce. Bien entendu, à Donwari, les filles peuvent rêver grand. Professeur Kwasi Marcelin Amoussou Guénou, scientifique au cœur de la matière. Et puis le point des réalisations au MGL de 2016 à ce jour. Bien entendu, un nouveau souffle pour le développement local. L'événement précis à présent, procès du scandale des 4 milliards détournés à la DGI, lot de sanctions contre Adouanon et Salanon. 30 ans de réclusion criminelle. Affaire tentative de coup d'État, le procès Boko Omeki renvoyé au 28 janvier. Et puis établissement du statut des consuls honoraires, Talon inaugure une nouvelle ère pour la diplomatie béninoise. Avec Martin Libre présent, Bénin, marché de vente de l'oignon, une baisse des prix dans la raréfaction du légume. Et puis samedi, à l'Institut français de Cotonou, la 5e saison de mon dernier montreux, Baye-Castel Bière, réserve des surprises. Lutte contre le mariage des enfants, Don Waripel, un exemple qui fait cas d'école, a fait Boko Meki et compagnie. Les débats reprendront ce 28 janvier. Et puis un autre titre à lire à la une du quotidien Matin Libre, ancré sur l'urbanisme et les défis écologiques, la nation lance sa rentrée thématique. Et puis contrôle inopiné des pompes dans les stations-service par l'ANM, le directeur général en guerre contre les pratiques non conformes. Avec le matinal à présent, a fait disparition de 4 milliards de francs CFA à la DGI. La Criette livre son verdict. 30 ans de prison pour Carlos Adouanou et Blaise Salanon. Tout leur bien est confisqué. Plus de 7 milliards, bien entendu, de francs CFA à payer à l'État pour dommages et intérêts. Une autre condamnation et 6 acquittements prononcés dans ce même dossier. Constitution de nouveaux avocats, un délai de grâce à Boko et Yomeki. Le procès va reprendre le 28 janvier. Et puis justement, le ministre Akponan est satisfait de la bonne évolution des travaux, environ 55% de taux d'exécution pour le projet d'urgence d'eau dans la zone de Akpakpa. Et puis avec le potentiel à présent, mission de contrôle de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, l'ANM frappe
6 stations-service pour vol de carburant, un défaut de pompe signalé, bien entendu. Et puis, c'est 6 stations-service qui sont donc impliquées. Et puis, drame mercredi dernier à Bemberek, un agent de santé et son beau-frère tués par des hors-la-loi. Et puis, scandale sexuel au département de sociologie à l'UAC, un enseignant accusé d'entretenir une relation amoureuse avec son étudiante. Les 4 vérités à présent a fait complot contre la sûreté de l'État, le procès Boko Omeki, renvoyé au 28 janvier, a fait détournement de plus de 4 milliards de francs CFA à la DGI. Le verdict de la criette est tombé. Les mises en cause sont condamnées à 30 ans de réclusion criminelle et 1 milliard de francs CFA chacun, avec la confiscation de tous les biens et collectivement à 7 milliards pour dommages et intérêts à l'État. El Hadi Yakubu Malerossou, invité de Soulabre à Palabre, Patrice Talon ne va jamais accepter un troisième mandat. Les propos de l'honorable El Hadi Malerossou sont donc cités à la une du journal Les 4 Vérités, département du littoral. Une dame victime de harcèlement à Agontican, elle appelle l'INF et de bonne volonté au secours. Ben voilà. Et puis avec le quotidien Nord-Sud, décentralisation et gouvernance locale, à Cotignon parle des avancées à fait de 4 milliards à la DGI, 30 ans de réclusion pour Douanon, budget 2025. Les mobilisations attendues des régies financières sont à lire dans les colonnes du journal Nord-Sud quotidien. Exportation de l'ananas, un appel à des réformes profondes. Info Matin à présent, coopération militaire entre les États-Unis et le Bénin, un accord d'assistance mutuelle signé, procès pour détournement de 4 milliards à la DGI, 30 ans de réclusion contre Carlos Douanon et Blaise Salanon. Les détails, bien entendu, sont dans les colonnes du journal Info Matin. Après 3 mois de détention, condamné à 5 millions d'amende, Osé Rouimbo recouvre sa liberté. L'informateur à présent, gestion au sommet de l'État, nouvelle opportunité pour les non-bacheliers et puis voici le visage de la décentralisation après bientôt 9 années de la rupture. Bien entendu, il faut lire le journal L'Informateur pour avoir justement une idée sur ce visage de la décentralisation. Procès Boko Meki, la défense TJVS, la Cour veut avancer. L'audience reportée pour ce 28 janvier. L'emblème du jour, procès Omeki Bokor, le procureur dénonce une stratégie d'obstruction de la défense. Et puis enchaînement de missions de contrôle à la mairie de Porte-Nouveau. Que se passe-t-il réellement après l'incendie du marché de volaille de Malanville? L'honorable Djamilatou Sabi Mohamed exprime sa solidarité, triste réalité au CHD de Porte-Nouveau, malades et agents laissés pour compte. Patrice Talon est le ministre de la Santé sollicité pour une intervention urgente. Le progrès à présent, décentralisation et gouvernance au Bénin, un développement équilibré des 77 communes amorcées depuis 2016. Organisation du travail pénitentiaire soustrait les détenus de l'oisiveté. Et puis, exposition, révélation, art contemporain du Bénin à Paris, un franc succès qui confirme la pertinence de l'initiative, la position du journal Le Progrès. On évolue à présent avec le pays émergent. Vœux de nouvel an 2025 au consulat honoraire du Bénin à Abidjan. Son Excellence Ernest Noël Darbour célèbre la qualification des Guépards, footballeurs à la CAN 2025. Et puis les performances des Maracaniers lors du Maramon 2024. Hein. Et puis un autre titre à lire à la une du journal Le Pays émergent, et projet de développement de sport à la base au Bénin, les curricula de formation de jeunes officiers validés, un pas vers l'excellence.
Bénin intelligent, opérationnalisation des départements, une gouvernance de proximité en marche. Puis, exposition, révélation, art contemporain, Paris émerveillé, 113 000 curieux conquis, accès à l'eau potable à Akpakpa, fin des souffrances hydriques dans 15 mois, coopération, le Bénin et puis les États-Unis scellent un nouvel accord militaire. Libération, centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, Lagune S. Omel de Cotonou. Pourquoi tant de césariennes aux femmes enceintes s'interroge le journal Libération. Nécessité d'une action urgente pour recadrer les sages-femmes qui préfèrent les réseaux sociaux dans les salles d'accouchement. Conseil des ministres, talons main au travail, les détenus des prisons et puis fonctionnaires d'État, un recrutement de 172 agents annoncé. Et puis au ministère de la décentralisation, la gouvernance locale, le point des réalisations est à lire dans les colonnes du journal campagne de Kajou 2024-2025. Les prix de commercialisation sont connus. L'autre quotidien, procès de détournement de 4 milliards à la DGI, un verdict lourd pour certains et clément pour d'autres. Affaire tentative de coup d'État, 5 jours pour Olivier Bocon et Osvaldo Meki pour constituer de nouveaux avocats. Audit du fichier électoral, un premier rapport attendu en mai prochain. Collecte des déchets dans le Grand Nokoué, la redevance entre dans sa phase effective. Et puis sur le dossier affaire tentative de coup d'État, le procureur spécial de la Criette dénonce des manœuvres pour empêcher le procès de se tenir. Et puis on va finir avec le quotidien Fraternité à nouveau, procès à la Criette. Un dossier vidé, le second en suspense, laisse régisseur de la DGI et son féticheur lourdement condamnés. Bokoy Omeki ont un délai de 5 jours pour constituer le conseil. Lutte contre le mariage précoce à Donwaripeul. Les filles peuvent rêver grand. Retrouver aussi le point des réalisations au ministère de la décentralisation de la gouvernance locale 2016. À ce jour, un nouveau souffle pour le développement local. Voilà l'essentiel à retenir pour la une des journaux. À présent, on va retrouver Florence Bossa pour le bulletin d'information. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous, Eric Guédénon. Bonjour, chers amis téléspectateurs. À la une de votre bulletin d'information, visite des ministres béninois sur le site des installations du projet d'urgence de l'alimentation en eau potable à Blangandan, dans le département du littoral. Paulin Akponan et Raphaël Akoteyon ont insisté sur la sérénité des travaux afin que les populations de ces localités retrouvent l'eau, la source de vie. Les détails sont à suivre dans un instant. Lancement du projet d'insertion des filles mères déscolarisées à l'agrobusiness dans les communes de Boycon et de Zougbodome. L'initiative du Centre de promotion et de développement de l'emploi vert vise à briser le cycle de la pauvreté et donner une seconde chance aux adolescentes mères déscolarisées. Avec Imet Hélène Moussou, nous aurons les détails. Et bien voilà, le ministre de l'Énergie et son collègue de la décentralisation étaient ce jeudi 23 janvier sur le site des installations du projet d'urgence de l'alimentation en eau potable à Blangandan. Ils sont accompagnés du préfet de l'Ouémé et puis du maire de Sémékoudi à l'effet d'apprécier en personne le niveau d'avancement des travaux censés soulager les populations en eau potable. La délégation se dit satisfaite des réalités sur le terrain et promet le retour sans discontinuer de l'eau potable dans les robinets très bientôt. Voici les images. La rareté de l'eau potable depuis un bout de temps dans certaines zones, notamment à Kpakpa, à Cotonou et à Blangandan, en Sémépodi, préoccupe l'État central. Et en réponse à ce souci majeur des populations, des mesures d'urgence de l'alimentation de ce liquide vital ont été prises. Le travail fait au niveau des installations du projet paraît bien encourageant. C'est une souffrance qui tient à cœur au gouvernement.
Et c'est pour ça que, de toute urgence, près de 17 milliards ont été mobilisés pour que ce travail-là soit fait et que l'eau soit mise à disposition. Après, je crois que ça fait 1000 cubes d'eau par heure de traitement ici. C'est ce qui va se faire pour venir renforcer ce qui existe. Mais quand on a à faire ces genres d'investissements, ça prend un temps. Je crois qu'avec les explications aussi du maître d'œuvre et du contrôle, je crois que tout va bien, ça se passe bien. Je suis maintenant rassuré et que la population de Akpakpa, à Blangandan, de Semepoji en général, et que le calvaire, ça va prendre très très rapidement fin. Je leur ai demandé aussi de revoir les questions d'ordonnancement, de multiplier les équipes. Ils ont commencé par le faire, mais d'accélérer pour que le délai de livraison de ces chantiers soit réduit de 3 mois. Les travaux ont été lancés il y a quelques mois en arrière et devront être livrés conformément aux termes contractuels en octobre prochain. La délégation en visite sur les lieux insiste sur la célérité des travaux afin que les habitants de cette partie du littoral et au-delà retrouvent le sourire. Je pense que Akpakpa et à Blangandan, donc c'est mes produits en général, pourront se réjouir que d'ici quelques mois, le gap, sinon le déficit en eau constaté, va se conjuguer au passé. Et la population peut être rassurée que le chronogramme est respecté et selon les souhaits du ministre, le chantier risque d'être réceptionné, achevé même avant le délai contractuel. Donc ça, c'est déjà une œuvre salutaire. Le bout du tunnel n'est donc pas loin et l'eau potable coulera de nouveau à flot dans les robinets des ménages d'Akpakpa et environ. Le niveau de satisfaction de la délégation ministérielle en dit long. On s'intéresse à présent, Florence Bossa, à la plateforme Bendo, la nouvelle application de digitalisation de microfinance. Pour rendre dynamique ces institutions de microfinance qui occupent d'ailleurs une place de choix dans la promotion de l'inclusion financière grâce à leurs services financiers adéquats et accessibles aux populations vulnérables ou défavorisées, les acteurs ont pensé à la digitalisation des services. Bindo est donc le nom de l'application mise en service à cet effet. Teddy Goudal était au lancement de la plateforme. Suivez son compte rendu. L'usage de cette plateforme qui vient de voir le jour n'est pas complexe. La démonstration est faite à l'occasion de sa cérémonie de lancement au profit des clients des systèmes financiers décentralisés. L'application a nom Bindu, une solution numérique qui vient révolutionner le secteur. La digitalisation des institutions de microfinance représente une formidable opportunité pour améliorer l'accès aux services financiers, optimiser les processus et renforcer leur capacité à soutenir les communautés qu'elles servent. Ce nouveau produit que nous lançons aujourd'hui est le fruit d'un travail acharné, de l'innovation et de la collaboration. Nous franchissons une étape significative dans la relation entre les institutions financières et leurs clients. Avec cette initiative, nous ouvrons la voie à une fluidité sans précédent dans les transactions financières, réduisant considérablement les délais et les coûts de transaction. Bindu est un outil numérique intégré pour la gestion des transactions de microcrédits et d'autres services financiers. 9 systèmes financiers décentralisés se sont déjà affiliés à cette plateforme éditée par Mediasoft avec l'appui de MTN Mobile Money et l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Il s'agit entre autres de Comubar, Unacrep, Joseph Finance, CEPEC et bien d'autres. Cette initiative dans laquelle nous sommes embarqués va être une véritable solution que vous avez appelée, monsieur le directeur de l'AFIA, une révolution. Nous traversons désormais un moment à la va-vite. Un monde à toute vitesse, donc qui ne prend pas ce train, sera en retard, et définitivement en retard. Savoir que wallet to bank, bank to wallet, qui semblait être exclusivement réservé pour les banques, aujourd'hui
pourrait désormais envahir le secteur de la microfinance. Que ce nouveau produit, Bindu, fruit de votre bonne coopération entre les parties prenantes, repousse les limites de l'innovation et apporte des solutions qui transforment et enrichissent la vie de nos clients. L'application Bindu offre également l'intégration au projet d'interopérabilité des services financiers numériques dans l'espace UEMOA, la connexion au switch de la Banque centrale de la République démocratique du Congo et la connexion au B-switch du Burundi. Dans le département du Zou, le projet Insertion des firmes déscolarisées à l'agrobusiness est lancé dans les communes de Boïkon et de Zogbo-Domain, initié par le Centre de promotion et de développement de l'emploi vert. Le projet connaît le soutien du gouvernement ainsi que de l'Organisation internationale de la francophonie. La cérémonie de lancement s'est déroulée à la salle de la mairie de Zogbo-Domain en présence des acteurs impliqués et d'autorités politico-administratives. Yvette Hélène Amoussou et Georges Vaudouno. Briser le cycle de la pauvreté et donner aux adolescentes mères déscolarisées une seconde chance pour leur autonomisation. Pour l'accomplissement de cette mission qu'il s'est assignée, le Centre de promotion et de développement de l'emploi vert CEPRODEV ONG va prendre en charge les filles mères ressortissantes de Zogbo-Domain et de Boïkon, deux communes réputées à fort taux de cas de déscolarisés du genre, souvent victimes de grossesses non désirées. Le président de CEPRODEV ONG justifie ici l'initiative et met l'accent sur les avantages pour les bénéficiaires. Le projet donne la possibilité aux 50 filles mères déscolarisées d'acquérir des compétences et de la dotation en kit de démarrage dans l'agrobusiness, en particulier dans la culniculture et ou dans l'élevage des volailles, afin de se prendre en charge. L'autre mobile qui soutient la mise en œuvre du projet dans les villes ciblées est qu'il va favoriser la croissance de l'entrepreneuriat féminin. Honoré de présider la cérémonie de lancement, le maire de Zogbo-Domain va remettre le flambeau à l'équipe de CEPRODEV ONG tout en réitérant son soutien pour l'aboutissement heureux des diverses actions prévues. Nous nous engageons à assurer un suivi régulier des activités de CEPRODEV et à apporter l'appui nécessaire aux filles mères pour la gestion optimale de leurs entreprises. Pour la directrice départementale des affaires sociales de la microfinance, venue également honorer de sa présence au démarrage du projet d'insertion socio-professionnelle de 50 filles mères déscolarisées, l'idée est novatrice et les attentes de son équipe sont considérables. Ce projet-là vient à point nommé pour faire comprendre à ces filles qu'une deuxième chance est possible et qu'elles pouvaient la saisir et apprendre par là un métier, devenir des entrepreneurs, devenir des porte-flambeaux dans leur famille, dans leur communauté. Fruit d'une synergie d'action entre plusieurs partenaires dont l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le gouvernement puis l'organisation en charge de l'exécution, le projet force l'admiration des bénéficiaires. Nous nous engageons à collaborer étroitement avec l'ONG pour la mise en place d'un environnement favorable au développement de l'agrobusiness et à l'amélioration des conditions de vie des filles mères déscolarisées. Lancé ce mois de janvier, le projet d'insertion socio-professionnelle de 50 filles mères déscolarisées à l'agrobusiness court la période de 2025 à 2028. Le quotidien La Nation a effectué ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou sa rentrée thématique au titre de l'année 2025. Le thème de cette troisième édition, placé sous le symbole de l'innovation, s'intitule « Cadre de vie, urbanisation et défis écologiques ». L'objectif affiché par le journal de service public cette année est de proposer à son lectoral une avalanche de contenu informatif sur ce sujet d'actualité. Nous y reviendrons justement dans nos prochaines éditions, Eric. Absolument. Et puis, dans la suite de votre bulletin d'information, le nouvel ambassadeur de Chine au Bénin a été impressionné des nombreuses réalisations entreprises par le gouvernement de la rupture. Il entend non seulement poursuivre la dynamique de son prédécesseur, mais aussi enrichir avec les autorités béninoises l'esprit de coopération afin de consolider les relations diplomatiques et stratégiques entre les deux nations. Voici le compte rendu.
Devant les corps diplomatiques et autorités consulaires accrédités au Bénin, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine est officiellement entré dans ses fonctions. Wei Chang, après avoir foulé sa terre d'accueil, est impressionné par les nombreuses réalisations entreprises par le gouvernement de la rupture. Il entend non seulement poursuivre la dynamique de son prédécesseur, mais aussi enrichir avec les autorités béninoises l'esprit de coopération afin de consolider les relations stratégiques entre les deux nations. Je m'engage en m'appuyant sur les bases solides établies par mes prédécesseurs, grâce au soutien des amis des différents milieux, à remplir mes responsabilités avec diligence, assiduité, afin de porter le partenariat stratégique sino-béninois à un niveau toujours plus haut. Ensemble, avec la partie béninoise, nous allons renforcer la vision synergie de stratégie de nos deux pays, tels que du côté chinois, initiative la ceinture à la route, initiative pour le développement mondial, et du côté béninois, le programme d'action du gouvernement, la vision 2060. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères représentant le ministre a remercié l'ambassadeur pour cette marque de courtoisie. Il indique l'entière disponibilité des autorités béninoises pour mener à bien sa mission. Il m'est agréable de vous exprimer la disponibilité totale des autorités béninoises à vous accompagner dans votre noble mission et pour laquelle vous avez tout à l'heure décliné une feuille de route assez crédible. Le Bénin est disposé à poursuivre avec vous les ambitieux projets qui ont été initiés sous le mandat de votre prédécesseur et à ouvrir de nouveaux axes pour consolider davantage le partenariat stratégique entre nos deux pays. Le nouvel ambassadeur réitère l'engagement du gouvernement chinois à être toujours un partenaire constructif de l'Afrique dans sa quête de développement et de son renouveau. C'est la fin de ce bulletin d'information. En attendant, on observe une courte pause. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Allez, Florence Brossa qui a fini son bulletin d'information et qui laisse place à Candide Rorinto pour la rubrique sport. Candide, bonjour. Eric, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Europa League, la 7e journée de la phase de Ligue de l'UEFA Europa League a connu son épilogue hier. Au total, 16 matchs ont été joués ce jeudi. Oui, des matchs assez prolifiques. Presque dans tous les matchs, il y a eu des buts marqués. Justement, on commence par le match qui a opposé la Z Alkmaar à l'AS Roma, où victoire à l'arrivée pour l'AS Alkmaar. 1-0, 3-1 pour la victoire de Bordeaux devant Maccabi Tel Aviv, 0 but partout entre Fenerbahçe et Lyon, 2 buts contre 3 pour la défaite de Hoffenheim devant l'équipe de Tottenham. Même scénario, sinon même score pour le match qui a opposé Malmo à Twente, victoire pour l'équipe de Twente. 1-0 pour la victoire de l'Olympiakos devant l'équipe de Porto du Portugal, bien entendu. Karabakh s'est incliné sur un score de 2 buts contre 3 devant l'équipe du FC Bucarest. 2-0 pour la victoire de Victoria Plzen
devant Anderlecht. Et puis Elfsborg s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de Nice. Pour la suite, justement sur la deuxième partie du tableau, victoire 2-0 pour l'équipe de Francfort devant l'équipe de Ferencváros. La Lazio s'est imposée par un score de 3-1 à l'équipe de la Real Sociedad. Midtjylland s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de Ludogorets du défenseur béninois Olivier Verdon. 2-1 pour la victoire de Manchester United devant l'équipe des Rangers. 2-0 pour la victoire de PAOK devant l'équipe de Slavia Praha. L'Ajax s'est incliné sur un score de 0-1 devant la RFS. Et puis l'équipe de Union SG s'est imposée à l'équipe de Praga par un score de 2-1. Allez, de l'Europa League, on passe maintenant à la Coupe aux grandes oreilles. La date du tirage au sort de la phase des barrages de l'UEFA Champions League est bien entendu connue. Le 31 décembre, c'est le jour où les équipes qui n'ont pu se qualifier directement pour l'étape des huitièmes de finale de la Champions League saison 2024-2025 seront fixées pour la suite de la compétition. Ceci, 2 jours après la huitième et dernière journée de la phase de Ligue. Ce tirage concerne justement uniquement les équipes barragistes, c'est-à-dire ceux positionnés de la 9e à la 24e place au classement de la phase de Ligue. Le tirage au sort justement se déroulera vendredi 31 janvier à partir de 12h. Une cérémonie qui va permettre de déterminer les doubles confrontations des clubs qui auront terminé la phase de Ligue entre la 9e et la 24e place, y compris justement. Les rencontres vont se disputer après le tirage au sort et elles vont se disputer les 11-12 février pour la manche aller et les 18 et 19 février pour la manche retour. Les vainqueurs seront directement qualifiés justement pour les huitièmes de finale. Petite précision, il faut noter que le tirage au sort des barrages n'est pas intégral, mais il n'est pas justement soumis aux anciennes restrictions sur les équipes de même pays. En fait, chaque club sait déjà qu'il ne peut justement affronter que 2 adversaires. Le 9e sera forcément opposé au 23e ou au 24e club justement. Pareil pour le 10e, quant au 11e et au 12e, ils seront forcément face au 21e et 22e justement. Et ainsi de suite, les clubs justement les mieux classés de la 9e à la 16e position disposent donc d'un statut de tête de série, et ce qui leur permet de jouer le match retour à domicile. Parlons maintenant de l'actualité sur le continent. La Confédération africaine de football a dévoilé il y a quelques jours la liste des arbitres et arbitres assistantes justement FIFA francophones sélectionnés pour rejoindre les rangs de la FIFA en 2025. On parle là de passage de grade ou de passage de niveau si vous voulez. En ce qui concerne les arbitres sélectionnés, on a Ayou Nia Mohamed Rafik de l'Algérie, Yannick Fodouop du Cameroun, Saïd Ismaël de Djibouti, Amadou Yaé Hamza du Niger, Maïssa Fernandez Will Romy de Sao Tomé et Principe. Et au poste d'arbitre assistant, on a sur la liste Bouoma Aïtma, bien entendu de l'Algérie, Vincent Ngomid Kemaezam du Cameroun, Assougou Junior du Gabon, Mia Lacroix, bien entendu Laurent de Madagascar. Au niveau des instructeurs et représentants de la commission, c'est-à-dire ceux justement qui vont encadrer les arbitres sélectionnés, nous avons Adjovi Hugues Alain du Bénin, un pilier dans le développement de l'arbitrage en Afrique. Il faut dire qu'un accent est également mis sur la formation des techniciens VAR pour garantir des performances optimales sur les différents aires de jeu. Tout ceci témoigne justement de l'engagement de la CAF en vue d'un avenir meilleur du sifflet africain. Et proximité oblige, Eric. Au plan national, l'actualité est entre autres marquée par la 5e journée de la phase zonale de la Ligue 3 masculine qui a pris fin ce jeudi dans la poule A. Le seul match qui a été joué hier et qui était justement qui a justement opposé l'équipe de la jeunesse athlétique de Misrété à CFS, un match qui avait été reporté pour faute d'indisponibilité de stade. À l'arrivée, les deux équipes se séparent en de bons amis sur un score nul et vierge. Et ainsi donc, dans la poule A, le classement actualisé se présente comme suit. En première position, la jeunesse sportive
de la Vallée qui compte 10 points au compteur, un goal différentiel de plus 3. CFS vient en deuxième position avec 9 points au compteur après donc 5 différentes journées et un goal différentiel de plus de Tambou FC d'Adjara est troisième de la poule avec 8 points au compteur. Ewedie est quatrième avec 7 points au compteur. Autant de points au compteur pour Diefa Football Club qui vient en cinquième position. Et Talon FC de Ouida est sixième avec 6 points au compteur. Bisport vient en septième position avec 6 points également au compteur. Autant de points au compteur pour Ainovi FC qui est 8e. La jeunesse athlétique de Misrete est 9e de cette poule avec 5 points au compteur, un goal différentiel de 0. Et puis Assos garde la lanterne rouge dans cette poule avec donc 3 points au compteur après 5 différents matchs joués. Cette 5e journée de la phase de zone de la Ligue 3 masculine va se poursuivre demain avec à la clé les rencontres de la poule B. Justement pour les 4 différents matchs à suivre, l'équipe de l'AS Okuta sera opposée à l'AS Sota sur les installations du stade de Dassalas. Gomindo va affronter à Dogbo l'équipe de Soleil FC. L'AS JFA reçoit dans son entre l'équipe de la jeunesse sportive d'Agoni et puis Énergie FC de Dogbo va en découdre avec l'US Baboni. Ça, c'est chez les hommes. Chez les dames, maintenant toujours au plan national. La 7e journée de la première division féminine du Bénin se tient ce week-end uniquement pour les équipes de la poule A. Au total, 5 différents matchs sont à suivre sur le tableau. Vous le voyez, Asaba Football Academy sera face à l'équipe de Cefo sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Aigle Royal reçoit dans son entre l'équipe de Espoir FC de Cotonou qui est enchaîné avec 3 succès pour ses 3 récentes sorties. Nadia Football Club va en découdre avec Tambou FC d'Adjara. Ainovi FC, équipe championne en titre du Bénin, va en découdre avec l'AS UMSA. Et puis l'équipe de Sam Nelly va disputer le point avec Dynamique FC de Djougou. Avant cette 7e journée, il faut rappeler très rapidement que le classement est dominé par l'équipe de Nadia Football Club avec 16 points au compteur après donc 6 différentes journées suivies de Sam Nelly avec 14 points au compteur. Dynamique FC d'abord un clavier 3e de cette poule. Asaba Football Academy vient sur la 4e marche du podium. Espoir FC est 5e de la poule avec 9 points au compteur, 7 points au compteur pour Ainovi et Tambou qui viennent respectivement en 6e et 7e position. L'AS UMSA est 8e, Cefos 9e et puis la lanterne rouge est gardée par l'équipe de l'Aigle Royal avec seulement 1 point au compteur après 6 différents matchs joués. Eric, on va passer au handball maintenant. Absolument, on s'intéresse à une autre discipline, l'instance fêtière de handball africain qui a dévoilé mercredi dernier le calendrier de la phase de zone de l'IHF Trophy 2025 des cadets et juniors. Les différentes zones sont fixées pour la compétition. Oui, et sur ce calendrier, tout est assez bien clair. Au niveau de la zone 4 de l'Afrique, justement, la phase zonale de l'IHF Trophy 2025 se tiendra du 2 au 6 avril 2025 au Congo-Brazzaville. Ensuite, ça sera au niveau de la zone 3, zone du Bénin justement, où la compétition va se dérouler en Côte d'Ivoire du 20 au 24 avril 2025. S'en suivra pour la zone 6 qui se tiendra du 29 avril au 3 mai 2025 au Zimbabwe. Au sein de la zone 5, la phase de zone de l'IHF Trophy 2025 justement va se tenir du 6 au 20 mai 2025 en Ouganda, du 13 au 17 mai 2025 en Mauritanie pour la zone 2 et puis du 27 au 31 mai 2025 à Madagascar pour la zone 7. Prenez donc les différents rendez-vous, notamment pour celui de la zone 3 où figure le Bénin. Allez, et toujours handball, mais cette fois-ci hors du continent pour parler du 29e championnat du monde masculin, justement de la discipline qui est actuellement en cours. Et le tour principal se poursuit. On a droit justement, chat dans la gorge justement, on a eu 3 hier, différents matchs comme depuis le début de la compétition. La Tunisie s'est inclinée justement devant l'équipe de la République tchèque 26, 32, 39, 34 pour la victoire de Macédoine du Nord devant le 4, 27, 34 pour la défaite de l'Italie devant l'Allemagne. La France s'est imposée par un score de 35 à 28 à l'équipe du Netherlands. Le Danemark s'est imposé par un score de 39
à 28 à l'équipe de la Suisse, 29-26 pour la victoire de la Hongrie. Devant l'Australie, l'Algérie s'est imposée par un score de 32 à 23 à l'équipe de la Guinée. Et puis la Pologne s'est imposée par un score de 42 à 32 à l'équipe de Koweït. On va finir avec le tennis, notamment l'Open d'Australie. Candide, la championne en titre Aryna Sabalenka en route pour un 3e sacre consécutif. Oui, Eric, Aryna Sabalenka tentera bien entendu de devenir la 6e femme à avoir remporté le trophée pour la 3e fois consécutive à l'Open d'Australie. Elle s'est qualifiée hier pour la finale de l'Open d'Australie 2025 en s'imposant à Paula Badosa par 2-7 à 0, 6-4 et 6-2. Victoire sans grande difficulté permettant ainsi à la numéro 1 mondiale justement de se qualifier pour une 3e finale consécutive à l'Open d'Australie. Et ça sera justement sa 5e finale en Grand Chelem. Dans la 2e demi-finale, toujours chez les dames, on a eu 3 à une surprise justement. Madison Keys, numéro 19 mondial, passe devant la numéro 2 mondiale Iga Swiatek et file en finale. Ceci justement après un duel épique et à retournement de situation. L'américaine s'est imposée après un match sensationnel alors que tout commence mal pour dans une première manche perdue justement 5-7. Madison Keys s'offre la parité au 2e set 6-1 avant de finir 7-6 le 3e set en sauvant une balle de match en demi-finale. Et justement, une victoire qui lui permet non seulement de sortir la numéro 2 mondiale de la compétition, mais surtout sa 2e finale en Grand Chelem. Et elle va ainsi avoir une nouvelle chance de décrocher un titre majeur. Et donc l'affiche finale de l'Open d'Australie 2025 chez les dames va donc opposer la tenante du titre, Aryna Sabalenka, qui va tenter cette fois-ci de devenir la 6e femme à avoir remporté le trophée 3 fois consécutive. Mais il faudra justement s'imposer à Madison Keys, qui a éliminé la numéro 2 mondiale en demi-finale avant de soulever les mains en haut justement de la terre battue en Australie. L'américaine Madison Keys qui est à la recherche de son premier sacre dans la compétition. Ça, c'est bien entendu les dames. Chez les hommes, c'est ce vendredi que vont se dérouler les 2 différentes rencontres des demi-finales Sinner, Shelton et Djokovic Zverev, en se débarrassant justement avec autorité de l'Australien Alessandro de Minaur en quart de finale 6-3, 6-2 et 6-1. L'Italien Yannick Sinner, numéro 1 de l'ATP au classement, a une nouvelle fois affiché sa détermination à l'idée de remporter un 2e Open d'Australie d'affilée. Mais avant de lever les bras au ciel à Melbourne, il devra d'abord se qualifier pour la finale. Et ça, c'est justement ce que le talentueux mais parfois fantastique américain Ben Shelton compte bien en percher. La tête de série numéro 21 disputera la 2e demi-finale de sa carrière après celle perdue contre Novak Djokovic à l'US Open 2023. Et parlant de Novak Djokovic, si la première demi-finale a un favori logique qui est Yannick Sinner, il en est tout autre dans le 2e choc après donc avoir terrassé Carlos Alcaraz. Novak Djokovic, numéro 7 mondial, s'attaque à l'Allemand justement Alexander Zverev, numéro 2 pour le 2e ticket de la finale. Fragilisé justement par une blessure à la cuisson, le Serbe Novak Djokovic a montré qu'il était plus fort que la douleur et justement il aura à le démontrer face au numéro 2 mondial Alexander Zverev, l'Allemand, qui compte lui aussi accéder à la finale de l'Open d'Australie 2025. Prenez les différents rendez-vous. On reviendra ici le lundi prochain pour faire le point justement de la suite de la compétition. Eric, ça sera tout ce matin. Merci à vous, Candide Roretto, pour ces informations sportives. Vous aimez la lecture? Oui, j'aime bien lire. D'accord, parce que après vous, on va se plonger dans la lecture d'un livre avec son auteur. Ça va être dans la rubrique lecture, art et tourisme. Notre invité est déjà installé. Lire
c'est boire et manger, l'esprit qui ne lit pas, maigrit comme le corps qui ne mange pas, disait Victor Hugo. Dans Actu Matin de ce vendredi, le dernier numéro de la semaine, nous allons consacrer un moment à la lecture d'un livre, La traite des morts, un livre qui, bien entendu, traite d'un sujet d'actualité et qui retrace l'histoire d'un jeune qui voit son destin basculer irréversiblement dans l'horreur. Avec son auteur qui est avec nous, c'est Moshe Kanesson. Bonjour. Bonjour. Dans notre rubrique lecture, art et tourisme, nous allons partager avec vous quelques passages de ce livre. Déjà, en résumé, lorsque le contentieux qui oppose son village à la puissante mafia gouvernementale pour la récupération des terres volées par des multinationales se transforma en un conflit armé, un jeune diplômé voit sa tête mise à prix et va devoir quitter sa patrie indésirable dans les pays voisins. Il entama un périple traumatisant pour gagner l'Europe malgré lui. Entre les mercenaires à la solde de son gouvernement, les milices éparpillées dans le désert et les gardes-côtes européens, Femi voit son destin basculer donc dans l'horreur. En traversant le Sahara et la Méditerranée, il laissa le témoignage de l'histoire réelle de milliers de migrants africains inspirés de récits de plusieurs migrants subsahariens. Ce que vous décrivez, c'est ce que nous vivons au quotidien. Il n'y a pas de jour qui passe que les médias internationaux n'annoncent pas dans les mers libyennes ou en Italie, n'est-ce pas, des jeunes africains qui trouvent la mort, malheureusement, dans ce genre d'exercice. Absolument. Le sujet est tout à fait d'actualité et la jeunesse africaine est confrontée à certaines situations qui l'obligent dans une certaine mesure à vider les lieux. Allez, on n'est pas là pour faire beaucoup de commentaires, mais pour lire. Pour moi j'ai mon livre avec moi et le vôtre? Il est juste là. Vous y allez de façon numérique? Oui, on a retenu quelques phrases fortes du livre qu'on va partager avec... Mais déjà, j'ai bien envie de lancer la lecture avec votre prologue. Très bien. Vous vous êtes déjà posé la question écœurante de savoir comment et pourquoi la traite des Noirs avait duré autant de siècles, comment des hommes aussi forts physiquement et prisés d'ailleurs pour cette qualité-là n'ont pas pu se défaire de l'esclavage pendant plus d'un millénaire, considérant bien entendu les traites transatlantiques et celles barbaresques. Vous avez dû avoir la gorge nouée, le sang brûlant de rage et de colère devant l'impasse dans laquelle vous plonge la pénible recherche des réponses à cette interrogation historique. Paradoxalement, les raisons acerbes qui sont constituées le terreau fait-il à la pérennisation de ce crime sont encore d'actualité. Il ne faut pas plus que l'état de servitude des Noirs en Libye, au Koweït, dans les Émirats, au Maghreb et en Occident au XXIe siècle pour illustrer de la situation pathétique de l'homme noir en général et de l'Africain en particulier. Alors, ce sont là vos mots. Je choisis des passages comme ça. Il est possible aujourd'hui d'acheter un être humain en déboursant quelques centaines de dollars en Libye et au Maghreb de façon générale, depuis l'assassinat du guide de la Jamaria par l'Occident. Imaginez dans le même temps le prix d'un cœur humain, d'un rein, d'un foie. En faisant cette somme machiavélique, nous nous retrouvons sans surprise à des centaines de milliers de dollars qu'il serait possible de se faire en disséquant un migrant et en vendant ses organes en pièces détachées. On dirait une moto. Absolument. Voilà une des raisons cachées pour lesquelles les puissances obscures refusent d'agir dans le sens d'une lutte réelle contre le fléau, la traite des hommes incomparable au trafic d'armes et de stupéfiants. C'est un marché de plusieurs milliards de dollars qui n'a de secret en réalité que ce que l'on refuse soi-même de voir. C'est une réalité. Ouais. Allez, votre passage à vous. Alors, premier passage. La traite des hommes est comparable au trafic d'armes et de stupéfiants. C'est un marché de plusieurs milliards de dollars qui n'a de secret en réalité que ce que l'on se refuse soi-même de voir. Et voilà, ça c'est le premier passage. Deuxième passage. La mort des Africains, et plus globalement celle des peuples qu'eux-mêmes désignent comme étant du tiers-monde, n'est pas un drame aux yeux des élites mondialistes, mais un moyen de dissuasion et de régulation de notre nombre dont la croissance exponentielle les inquiète hautement. Alors, lorsque
les pauvres n'auront plus dans leur assiette que la chair des riches, le monde entendra la douleur des peuples opprimés. La pauvreté et l'obscurantisme rendent les hommes réceptifs aux discours de haine. Le désespoir les condamne à se familiariser avec la mort, puis, une fois qu'ils n'en ont plus peur, ils sont capables du pire. 5e passage, l'idée de la supériorité supposée d'une race sur une autre et la poursuite effrénée du gain sont les deux moteurs de l'asservissement d'un peuple par un autre. Et puis dans le premier chapitre de votre livre, on parle d'une arme tourmentée. Ces événements se déroulaient 2 jours après l'arrivée de Femi à Dakar, ayant fui les griffes du pouvoir qui s'était emparé des terres et des ressources de sa région natale. Il rallia le sud du pays dans l'ultime espoir de réorienter sa lutte et de se faire de nouveaux alliés. Mais son destin tourna au drame lorsqu'il fut pris dans une spirale infernale d'événements malheureux. Un récit de Michaela à qui l'homme avait tout compté un soir de décembre après un terrible incident. Un lourd déploiement de ses paupières enflées lui permit enfin de voir ce qui se passait de l'autre côté de la clôture. Sa chute fut extrêmement violente. Il tâta péniblement son crâne et en examina les séquelles. Heureusement, sur le sol le long de cette muraille de 3 mètres de haut, le gazon avait exagérément poussé. Son coma fut bref. Une ligne de sang longea sa nuque avant d'aller s'écraser sur son dos. Il voulut se mettre debout pour explorer son entourage. La sensation qui lui parcourut le corps lorsqu'il prit appui sur ses jambes n'avait rien d'habituel. D'abord, il tituba. De sa main droite, il explora sa jambe à la recherche d'une éventuelle fracture. Pendant quelques minutes, il fut incapable de mouvoir ses quilles. L'homme s'allongea dans l'herbe, résigné, et se concentra sur ces individus de l'autre côté de l'immense clôture. Il repositionna sa tête exactement à l'endroit où elle avait atterri après sa dégringolade. Le trou dans le mur, lequel visiblement était aménagé pour l'évacuation d'eau insalubre vers les caniveaux, lui servait ponctuellement de Judas. Un des 3 hommes s'avança lentement vers la clôture avec une précaution étonnante, comme si à travers ce petit vide dans le mur, il avait pu remarquer la présence du fugitif. Une vague de frissons envahit l'homme qui, de l'intérieur de la maison, voyait toute la scène. L'assaillant grimpa d'un mouvement énergétique sur la benne à eau dure, disposée contre l'énorme cloison, et le séparait de sa proie. Son visage était masqué par une sorte de foulard noir décoré d'une énorme mâchoire humanoïde peinte en blanc qui en disait long sur ses intentions de l'homme. Haut de 2 mètres environ, il dégageait une animosité fatale, le genre de psychopathe congénital qui assassine sans mobile. Perché sur le mur de la vieille maison abandonnée, il en scruta soigneusement les contours avant de hurler le nom de Femi en insistance. L'invitant à sortir de sa cachette, il sembla se décider après quelques instants à descendre dans le noir opaque pour retrouver l'homme, mais un de ses compagnons l'en dissuada in extremis. L'histoire de Femi, la suite. Oui, quoi la suite, c'est un jeune homme qui décide de se battre avec sa communauté pour faire barrage aux intentions impérialistes de puissance thalassocratique qui sont à la recherche de ressources. Donc, acculé dans sa région, il décide de revenir dans le sud où il a quelques amis, mais il ignorait à ce moment-là que sa tête était mise à prix et qu'il était poursuivi par des hommes armés qui avaient pour seul objectif de le refroidir. Vous avez encore d'autres passages à partager avec nous, en tout cas. C'est un livre lourd parce que ça fait quand même près de 400 pages. Près de 400 pages, justement. Mais c'est très bon à lire puisque les mots sont assez simples, bien choisis. Alors, petit passage. Allez-y. Page 113. Ok. On va dire cette fois. Je suis là. Cette fois, ils avaient officieusement l'aval du gouvernement pour éliminer tout obstacle.
un massacre entre ethnies rivales ou une attaque terroriste sera présentée dans la presse pour tromper l'opinion publique. Ces effroyables prédateurs avaient des contacts avec tous les groupes terroristes qui sévissaient à quelques centaines de kilomètres de là. Nous étions dévastés de savoir qu'en plus d'avoir totalement oublié la région dans son programme de développement, le gouvernement programme honteusement avec des entités malfaisantes le génocide de notre communauté. Une sueur froide dégoulina de mon crâne et vint se mêler à la goutte de larmes s'échappant de mon œil. La désolation se mêlait à la rage face à l'injustice. Notre esprit de pacifisme se meurt et laissa place à une animosité farouche. Mes yeux devinrent rouges comme s'il eût agi du fer en fonte. Je sentais mon sang bourdonner dans mes veines frénétiquement au rythme du battement de mon cœur. L'homme finit son exposé par des conseils avisés. Quoi qu'il en soit, j'étais dorénavant pris pour cible par des personnes pour qui le qualificatif de dangereux n'était qu'un euphémisme. Heureusement, je n'étais pas seul. Ma famille me soutenait de toute son énergie, ainsi que tous les gens du village et au-delà. Des manifestations à Dakar ne semblaient pas faire reculer le gouvernement. Ce n'était pas mon combat, mais celui d'une génération et de toute une nation. Notre cause était juste et notre héroïsme faisait parler de lui en dehors des frontières du pays. Pour la renaissance de notre paix et de notre prospérité passée, nous devions nous organiser et résister efficacement au péril de nos vies, au braquage de nos ressources par des pilleurs occidentaux sans scrupules. C'était la seule condition si nous voulions laver les perpétuels affronts et laisser une terre à nos enfants. C'est assez courageux. Civis pacem parabellum. Nous sommes en latin là. Ouais. Qui veut la paix prépare la guerre. Alors aujourd'hui c'est une réalité que sur le continent nous avons beaucoup de puissances qui selon leur intérêt se positionnent justement, donc c'est un fait d'actualité. Mais est-ce que toujours vous remarquez cette défense des terres africaines dans le comportement des Africains? Non, aujourd'hui, en tout cas de plus en plus, je vais dire les 10 dernières années, il y a eu un éveil sur le plan continental. Et je pense que de plus en plus les Africains ont compris la nécessité de défendre eux-mêmes leurs intérêts. Parce que dans le jeu des puissances, chacun recherche la part du gâteau et parfois sans des considérations vis-à-vis des populations locales, du développement local. Les puissances occidentales notamment, et de plus en plus d'autres puissances qui viennent d'Orient et d'ailleurs, n'ont que faire du bien-être des populations locales. Donc c'est à nous, Africains, de nous mettre ensemble et de défendre nos intérêts. Vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à très récemment, et je pense que ça continue d'ailleurs dans certains pays, des sociétés étrangères détiennent jusqu'à 85% de gisements et de parts de sociétés qui exploitent des ressources minières en Afrique. Cela est juste difficile à dire et à accepter quand vous savez que par exemple les plus grandes sociétés d'État dans le monde sont des sociétés chinoises détenues par l'État et qui gèrent des ressources stratégiques. Donc moi je pense que pour le développement par exemple de notre continent et des pays, il faut une réappropriation des ressources, ce qui passe évidemment par une conscience politique et une prise de conscience globale. Alors quel sort vous avez réservé à Femi dans votre livre? Il a trouvé la mort ou est-ce qu'il a fini véritablement par relever ce défi? Je vais plutôt répondre à la deuxième partie de la question. Femi, c'est comme Moïse qui n'a pas vu la terre promise, mais dont les actions ont conduit inexorablement à... On rappelle, Femi, c'est le principal... c'est le personnage principal du livre. Du livre. Oui, il a souffert le martyre, et à travers son personnage, j'ai essayé de mettre en lumière des thématiques qui sont ignorées par le grand public, par exemple le trafic d'organes, qui est un phénomène très répandu dans le Sahel et dans le Maghreb. On lisait tout à l'heure un passage qui parlait de la somme macabre qu'on pouvait obtenir en disséquant un migrant aujourd'hui et en vendant ses reins, son foie et ses organes. Mais vous imaginez qu'un migrant peut être acheté jusqu'à $300 en Libye.
Et voilà, il y a des puissances aujourd'hui qui pratiquent ce qu'on pourrait appeler le tourisme médical, où quand vous êtes sur une liste d'attente pour une transplantation de cœur en Europe, s'il y a urgence, vous allez dans des pays que je ne vais pas citer, pour vous faire transplanter des cœurs de migrants, des cœurs de personnes disparues. Donc j'ai profité du destin de ce jeune homme pour alerter l'opinion sur le fait qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui disparaissent, qui ne font pas simplement don de leur corps au Sahara ou au Sahel, ou ni à la Méditerranée, mais qui disparaissent sous l'action de groupes mal intentionnés, tapis dans l'ombre dans le Sahel. En tout cas, un dernier passage pour finir nos échanges 7, justement. Femi, de son vivant, initia le front de la résistance, lequel enraya les actions mafieuses du gouvernement dans le Nord. Il sut nous rallier à la cause nationale entraînant tout le pays dans son élan patriotique. Malgré sa mort, son œuvre nous permit de renverser le pouvoir et le système en place depuis des décennies. Nous avions le devoir d'immortaliser son nom. Ça passe sans commentaire. Allez, merci à vous, Seth Moshe Kanlisson, pour votre livre, La traite des mots à retrouver, bien entendu, dans nos librairies. En tout cas, ces moments d'échange de lecture, c'est justement pour permettre à nos jeunes étudiants, élèves, n'est-ce pas, de retrouver le goût de la lecture. C'est vrai, nous avons Internet à côté, mais les livres sont aussi un moyen d'apprendre, de vivre, n'est-ce pas, de voyager, justement. Ainsi donc, j'ai saisi une phrase de Victor Hugo: lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Allez, je découvre la citation avec vous. Parfait. Allez, à tout moment, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Dans la deuxième partie de notre émission, ça va être bien entendu les bons plans du week-end avec Hidayat Salifour. Nous aurons aussi le forum de discussion, mais aussi on va retrouver les 5 questions avec Franck et son invité. La suite d'Actu Matin. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Vous l'attendiez, elle est enfin là. La Béninoise, votre bière, est désormais en canette format 33 centilitres. Avec la Béninoise en canette, vivez vos moments à 100%. Un goût authentique, un esprit jeune et une fraîcheur garantie dans chaque gorgée. La Béninoise en canette, c'est le format parfait pour savourer la tradition et le goût d'ici. La Béninoise, toujours un esprit jeune. Maintenant en canette de 33 centilitres, disponible dans tous vos points de vente. À consommer avec modération. Qualité Sobebra. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et Gaiman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaiman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Chaque vendredi, retrouvez Franck Aonou qui choisit de poser 5 questions à un invité comme dans un face-à-face. Franck Aonou, bonjour. Bonjour Eric. Je vous laisse avec votre invité dans votre cage aux questions. Ah oui, la cage aux questions. Christophe Agboudi, bonjour. Bonjour Franck. Chers téléspectateurs, bonjour. Chaque vendredi, j'ai rendez-vous avec vous, avec un invité. 5 questions de Franck pour, bien entendu, décortiquer l'actualité, pour comprendre et remuer un peu l'actualité brûlante du moment. Ça va durer 15 minutes, pas plus, avec un chrono de 3 minutes par question. Prêt pour l'exercice, Christophe? Oui, allons-y. On va y aller. Christophe Agboudi, le conseiller communal dans la commune de Kouyaoubé, acteur politique, vous le voyez, dans la fleur de l'âge, très jeune. Il fut journaliste dans un passé pas trop lointain. L'une des actualités, Christophe, qui tient le haut du pavé ces derniers jours, c'est cette série de suspensions de certains médias par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous, que pensez-vous de cette décision? Ok, merci Franck. Déjà, il faut rappeler que nous sommes dans un État démocratique et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fait justement partie de ces institutions qui ont été mises en place pour quand même assurer un certain équilibre dans la société. Et nous devons également rappeler que la HAC fonctionne suivant une loi organique avec des missions qui sont déterminées. Et lorsqu'on se réfère au code du numérique qui est applicable dans cette matière, on constate que l'ouverture d'un média au Bénin respecte certaines normes. Dans un État démocratique, moi je pense que la HAC est totalement dans son rôle de régulation. Parce qu'en même temps qu'il faut assurer la liberté d'expression, il ne faut quand même pas laisser la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Donc j'estime que la situation n'est pas autant grave qu'on essaie de l'agiter dans les médias. Ces organes-là qui ont été suspendus n'ont qu'à se formaliser pour quand même retrouver leur canal de communication. Alors, la suspension est intervenue dans un contexte où la RAC avait promis, à travers son président, de ramener l'église au cœur du village. Est-ce que ce n'était pas plutôt judicieux d'aider ces médias en ne les suspendant pas, puisque nous connaissons tous comment ça fonctionne au pays, c'est un peu la galère au niveau des médias. En les suspendant ainsi, c'est beaucoup de manque à gagner. Les aider plutôt à se régulariser tout en menant leur action. Je pense que en même temps que nous devons veiller à ces intérêts individuels corporatistes, nous devons également assurer que l'État puisse rester dans son rôle régalien. Parce que le code du numérique ne date pas d'aujourd'hui et ces dispositions-là sont connues de très longtemps. Donc j'estime que ces médias-là ont eu le temps de se formaliser. Il y a eu de par le passé déjà des menaces de la part de la HAC sous le président Moretti. Il y a eu beaucoup de concertations avec les acteurs des médias et à un moment donné, je pense qu'il faut prendre les décisions qu'il faut afin que tout le monde soit rassuré. Parce qu'il faut rappeler que cette suspension ne doit pas seulement être vue dans l'intérêt de l'État ou dans le rôle de la HAC. C'est également un moyen de protéger ces acteurs-là. Parce que si vous ne vous formalisez pas, vous vous retrouvez comme n'importe quel producteur de données numériques. Et lorsque vous vous retrouvez devant la justice, dans une affaire comme dans une autre, quelle loi est-ce qu'il faut vous appliquer? Est-ce qu'il faut vous prendre en votre qualité de journaliste ou en n'importe quel producteur de données? Parce qu'on en retrouve aujourd'hui suffisamment sur les réseaux sociaux, un peu partout. Donc moi j'estime que c'est une opportunité qui est faite aux acteurs des médias. Se formaliser, moi j'estime que c'est une affaire de quelques jours. Quelques secondes sur ce sujet. Allez, c'est fini pour ce sujet. Christophe Agboudi, dans l'actualité, vous avez suivi, comme tous les Béninois, ce que certaines langues appellent saga politico-judiciaire, qui tient tout le monde en haleine. Cette affaire Bokor Omeki devant la criette. Jeune acteur politique que vous êtes, cette affaire vous intrigue-t-elle d'autant qu'elle met en évidence un peu les relations personnelles, les méandres de la politique et beaucoup d'autres choses que vous, certainement, vous vivez déjà en état acteur politique aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Merci Franck. Je pense que ce n'est pas une situation extraordinaire. Moi, je suis fin partisan de la démocratie. C'est d'ailleurs l'option qui a été faite par les Béninois en 1990.
Et jusqu'à aujourd'hui, cette volonté de quitter la démocratie vers notre régime n'a pas varié. Et c'est également la démocratie qui permet à un jeune comme moi de prétendre être un acteur politique, par exemple. Il nous offre l'opportunité de militer et de faire valoir nos compétences. Je pense que la démocratie instaure elle-même les mécanismes de son fonctionnement, les mécanismes d'accès au pouvoir. Et dans un tel régime, le respect des institutions doit être une priorité. Dans une affaire comme celle de complot à l'autorité d'État qui fait l'actualité, je constate que si ces informations-là, si elles sont avérées, constituent une menace grave pour la cohésion nationale et le développement. Et moi, je compte sur les autorités compétentes pour mener les investigations nécessaires et éclairer le peuple béninois. En même temps, je voudrais appeler à l'application, au respect des lois, que tout se passe suivant les dispositions législatives. Et pour finir, je voudrais appeler le peuple béninois à la retenue. Nous devons faire confiance à nos institutions policières. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de passion dans cette affaire? Il y a beaucoup d'agitation et il y a surtout de la récupération politique. Or, lorsque vous êtes démocrate, vous restez dans vos colonnes. Chaque institution joue son rôle. Le gouvernement joue son rôle, le gouvernement avec tout ce qui va comme l'opposition, et également d'un autre côté le secteur de la justice. Quand même, il y a une sorte d'intimidation des magistrats, une sorte de persécution morale, psychologique. Vous n'en avez pas la preuve. Ils sont peut-être habitués, c'est leur façon de fonctionner là-bas. Leur façon de fonctionner. On sait, aujourd'hui, il n'y a pas que les magistrats qui savent comment la justice doit fonctionner. Nous avons l'opportunité, nous aussi, au regard du droit positif béninois, de savoir que dans telle et telle matière, telle procédure doit être diligentée de telle et telle autre manière. Donc le reste, c'est des débats qui permettent d'animer la scène politique. Mais cela ne doit pas prendre le pas sur la nécessité de laisser la justice faire son travail. Et moi, je fais pleinement confiance à nos autorités judiciaires. Je sais que le droit sera appliqué. Oui, mais quand vous parlez de récupération, de passion, de manque de retenue dans cette affaire, par le passé, quand il s'est agi pour le chef de l'État actuel de se défendre lorsqu'il avait été accusé d'une prétendue tentative d'empoisonnement et tout, on a vu comment ça a suscité assez d'intérêt dans le rang des Béninois. Pourquoi cette fois-ci on veut tout contenir dans un vase pour éviter d'en parler, en faire un mythe autour? Je ne pense pas que l'élan soit d'empêcher qui que ce soit de parler. La liberté d'expression est un droit garanti par la Constitution. Et j'ai rappelé à l'entame de mon propos que ce n'est pas une situation extraordinaire. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Et donc, cela ne doit pas nous éloigner des défis majeurs que nous avons. Nous avons excédé le temps qui est imparti pour ce deuxième sujet. Partant de tout ceci, et ça c'est le troisième, finalement, est-ce que c'est facile de faire la politique sous nos tropiques? Je pense que l'engagement politique, le militantisme politique, c'est un long chemin. C'est un long cheminement. Il faut commencer, il faut persévérer, parce que ça va avec tout ce avec quoi ça va. Je ne pense pas que ce soit facile, mais en même temps, ce n'est pas difficile non plus. C'est avant tout une affaire de passion. Lorsque vous en êtes passionné, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin, vous foncez. Aujourd'hui, on a de la passion. Oui, vous êtes sûr? Il faut surtout de la passion. Si vous n'êtes pas passionné de la politique, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est un monde où il y a extrêmement de coups bas, il y a extrêmement de Vous en avez déjà fait les frais, vous? Énormément. Énormément? Énormément, oui. Un exemple? Les petits exemples que nous avons, c'est des situations de diffamation, par exemple. Ce que vous n'avez pas fait ou ce que vous avez fait, que ce soit dit d'une autre façon, que un projet sur lequel vous travaillez, qui est quelqu'un, même au sein de votre parti politique, qui mène des actes qui contribuent à vous discréditer. Il ne faut pas les exemples les plus fulgurants, par exemple, c'est le déchaînement qu'il y a eu contre le candidat Joseph Diogouno aux dernières élections législatives. Vous avez vu
Les coups sont venus de partout, même au sein de l'Union progressiste. Et c'est inhérent à toute organisation. Oui, c'est ça que je vous dis. Pas seulement en politique. Lorsque vous n'en êtes pas passionné et que ces coups-là viennent, vous ne pouvez que vous retirer. Donc il faut avoir la tête suffisamment haute et foncer. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de coups bas en politique et ainsi de suite, vous, par exemple, qu'est-ce qui vous a amené à aller en politique? Je vous connaissais avec une belle plume, avec beaucoup d'engagement à l'université. C'est vrai que vous avez fait un tour dans le monde syndical à l'université. C'était déjà une préparation pour échouer en politique? Oui, je pense fondamentalement que j'ai toujours gardé en moi cette passion pour l'engagement civique. J'ai fait la presse, j'ai fait les associations et je fais de la politique. En faisant le pas vers ce monde des médias, vers la politique, c'est parce que j'ai estimé que dans les médias, on est souvent réduit à un rôle passif. Ouais. On ne fait que regarder, on ne fait qu'observer, on ne fait que critiquer. Et la politique nous offre l'opportunité d'être dans l'action. Des critiques aussi qui impactent beaucoup sur les prises de décision. Des critiques qui sont certainement conclusives. Mais on ne peut pas hâter ces critiques-là. Et lorsque vous êtes dans le monde politique, vous avez l'opportunité de mettre en pratique ce que vous avez fait que critiquer. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où, avec mon expérience de journaliste, j'ai la possibilité de critiquer, de voir avec des yeux critiques, mais en même temps de mettre en pratique les fruits issus de ces critiques-là. Aujourd'hui, si vous retournez en politique, malheureusement, le temps s'en est allé. 4e sujet, dans la 18e composée de la commune de Bopa, Lokossa et Kouyogbé, en tout cas, vous êtes, disons, au milieu des dinosaures politiques. Je ne vais pas citer des noms. Comment vous faites pour vous frayer un chemin? La collaboration avec ces grands-là de la politique, pour vous affirmer, pour grandir et rêver, quelle est votre astuce? Il faut juste travailler. Il faut travailler, il faut être à l'écoute des jeunes, parce que moi j'ai un certain âge et j'estime qu'à cet âge-là, nous sommes les plus nombreux. Nous sommes les plus nombreux sur le terrain, donc il faut se faire accompagner de ces jeunes-là. Et surtout, il faut éviter d'être en contradiction avec les aînés. Vous savez, chaque chose en son temps. Vous allez être des bénis, oui, tout accepter, évoluer, c'est ça? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, sur la scène politique de la 18e circonscription électorale, je fais mauvaise mine. Quand je dois hausser le ton, je sais le faire, mais il faut le faire avec un certain respect et une certaine considération quand même pour le parcours de ces aînés-là. Je ne pense pas que pour briller, il faut que je m'oppose fondamentalement à une personne ou à une autre, à un aîné ou à un autre. Bon, il faut savoir faire la part des choses et puis se faire son chemin. Dans les positionnements et tout, c'est là beaucoup plus que le mercure. Parfois, ça monte, vous sentez que c'est votre tour, mais l'aîné dit, attention, j'ai encore de l'énergie à revendre, j'ai encore des choses à prouver, j'y vais maintenant et même après, il ne cède pas la place. Comment tout cela est géré en interne dans les partis politiques? Moi, je fais l'expérience de l'Union progressiste, le renouveau. Et aujourd'hui, la chance est donnée à tous les militants, qu'ils soient d'un certain âge ou qu'ils soient d'un âge plus bas, de faire valoir leurs compétences. Et cette question de aînés, cette question de plus anciens, n'existe pas à l'Union progressiste, le renouveau. Ah oui? Aujourd'hui, la possibilité est faite aux jeunes. Bon, moi, j'en fais l'expérience. La possibilité est faite aux jeunes. Il faut juste savoir attendre le bon moment. Lorsque vous êtes sur le terrain, que vous devenez indispensable pour votre parti, on ne peut que s'attacher à vous. Ce n'est pas que de la critique. Il ne faut pas que rester dans une situation de critique et d'opposition par rapport à ce qui se fait. Il faut travailler et attendre. Ça finit par arriver. Vos propositions en tant que jeunes sont-elles prises en compte? Je pense que nos propositions en tant que jeunes sont très écoutées. À quel pourcentage? Et à un pourcentage élevé. Je n'ai pas d'outils pour mesurer, mais je pense que nos positions sont de plus en plus écoutées. Vous constaterez qu'au sein de l'Union progressiste, le renouveau, les jeunes sont de plus en plus promis. On a vu des ministres, conseillers jeunes, de par le passé, on n'en voyait pas. Moi, je fais une expérience heureuse depuis un bout de temps à notre installation au Conseil économique et social. Mais je suis le plus jeune des 117 que nous ferons. Je suis le plus jeune et c'est l'Union progressiste qui donne la possibilité de faire ce chemin-là. Donc aujourd'hui, la possibilité existe d'être jeune, de militer et de briller. Voilà.
5e sujet, ça c'est le tout dernier, 2026. Quand vous regardez dans votre cristal imaginaire, Ali le temps, je veux dire Ali dans le futur, qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle sera la place des jeunes? Qu'est-ce que 2026 nous réserve? Je pense que 2026, c'est l'année des jeunes. C'est l'année des jeunes. Les jeunes ne peuvent plus être exclus des décisions étatiques. Aujourd'hui, notre voix compte. Et je voudrais inviter les jeunes, de quelque parti politique qu'ils soient, de se faire entendre, de parler, de s'exprimer, et de dire ce qu'ils veulent réellement pour leur pays. Parce qu'aujourd'hui, vu le nombre que nous faisons au Bénin, il faut que notre décision compte dans ces instances de décision. Donc ce n'est plus le moment de rester dans notre coin et de ne pas nous exprimer. 2026 ne se fera pas sans les jeunes. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne se fera pas sans les jeunes. Tous les jeunes le disent. On a reçu la semaine écoulée un jeune qui a dit que c'est l'année des jeunes, c'est le temps des jeunes, c'est l'opportunité que les jeunes ne doivent pas rater. Quand vous dites ça, vous y mettez quoi? Quand on dit ça, par exemple, c'est la possibilité que le prochain président de la République ne soit pas quelqu'un qui a 70 ans, par exemple. La personne aura entre 40 et 70 ans. Ça, c'est un rêve. C'est un grand rêve. Oui, c'est un grand rêve. Et on verra que dans le prochain gouvernement, parce qu'on en voit déjà la tendance, dans le prochain gouvernement, à partir de 2026, les jeunes seront plus nombreux. Les jeunes seront plus nombreux. Lorsque vous regardez, par exemple, les ministres conseillers qui ont été nommés, ils sont 12. Mais quand vous regardez le nombre qu'ils font et vous regardez ceux qui ont moins de 50 ans, on constate qu'il y a une certaine révolution qui commence. Et lorsqu'on se réfère aux résultats des dernières élections législatives, les députés qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, lorsque vous regardez la moyenne d'âge de ces députés-là, vous voyez qu'il y a un changement qui commence par s'opérer. Le plus jeune des maires du Bénin, il est Union progressiste, le Renouveau. Et vous constatez que c'est quand même un creuset qui donne la possibilité aux jeunes de militer et de briller. Donc moi, je pense fondamentalement qu'à partir de 2026, on aura en majorité des jeunes à des postes ministériels, on aura énormément de jeunes à des postes de direction, ainsi de suite. Tous ces agrégats politiques vous confortent dans votre position, je lis dans votre visage. Mais les jeunes, on leur fait souvent une critique. Ils sont pas dociles, ils sont pas. Quand on les promeut, eh bien, on ramasse après les pots cassés. Il y en a qui ne sont pas du tout sérieux. Vous entendez ces critiques au moins? Oui, je pense que ce n'est pas faux. Mais il faut également reconnaître que les non-sérieux, ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas que les jeunes qui ne sont pas sérieux. Il y a des voyous dans le rang des aînés. Donc, moi, je pense que ce n'est pas parce qu'un jeune a déçu qu'il ne faut pas faire confiance à un autre. Donc, il faut donner la chance aux uns et aux autres de faire leurs expériences. Et les conséquences sont là. Si vous faites du bien, vous avancez bien. Et quand vous ne le faites pas bien, vous voyez écourter votre carrière politique. Donc, à partir de 2026, ce ne sera plus un argument pour ne pas faire la promotion des jeunes. Allez, stop et fin. Christophe Agboudi, ancien journaliste, conseiller communal à Houeyogbe. Il est jeune acteur politique de la 18e circonscription électorale qui compose la commune, composée des communes de Bopa, Lokossa et Houeyogbe. Il a été notre invité sur 5 questions de francs. Merci Christophe Agboudi et bon retour à vous. Merci. Très bientôt. Eric Guédenon. Merci Franck Arnaud. 5 questions. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Dans la deuxième partie de cette émission, on va retrouver Idéa de Salifou, justement, dans les bons plans du week-end. Vous l'attendiez, elle est enfin là. La Béninoise, votre bière est désormais en canette format 33 centilitres. Avec la Béninoise en canette, vivez vos moments à 100%. Un goût authentique, un esprit jeune et une fraîcheur garantie dans chaque gorgée. La Béninoise en canette, c'est le format parfait pour savourer la tradition et le goût d'ici. La Béninoise, toujours un esprit jeune. Maintenant en canette de 33 centilitres, disponible dans tous vos points de vente. À consommer avec modération. Qualité Sobebra. Idéat Salifou, bonjour. Bonjour. Les bons plans du week-end, c'est avec vous. Quels sont les plans que vous nous proposez pour ce week-end?
Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous avec les bons plans du week-end. Passer un week-end à Cotonou, c'est profiter de la richesse culturelle, de l'énergie de la ville et de la beauté des paysages. Voici que faire de votre week-end, mesdames et messieurs, pour le rendre parfait. Je vous propose un tour à l'Institut français. L'Institut organise régulièrement les expositions de peinture, de photographie, de l'art plastique. C'est une excellente occasion de découvrir des artistes locaux ou internationaux. Toujours à l'Institut français, vous pouvez passer un moment agréable en assistant à des concerts de musique, de pièces de théâtre et des spectacles de danse. Et en parlant, il vous propose le chant de la petite horloge ce soir à 20h30 à la Paillote. L'entrée est totalement libre et gratuite. Vous pouvez aussi visiter Ganvier. Vous qui aimez les découvertes, je vous propose une visite à Ganvier c'est une communauté vivante et interagir avec les pêcheurs et les habitants vous permettra de mieux connaître les coutumes et leur mode de vie sur l'eau. Il est souvent possible d'acheter du poisson frais et directement auprès des pêcheurs. Certaines associations locales offrent des visites culturelles où vous pourrez découvrir les rituels, les chants de danse, les traditionnels des habitants de Ganvier. Vous avez vraiment de quoi vous amuser. C'est très joli. Vous êtes allé déjà là-bas une fois? Ganvier, non, je n'ai jamais été. Ah, mais dis donc, il faut y aller. je rêve d'y aller. Et pour ceux qui ont eu une semaine assez chargée et qui ont besoin juste de se ressourcer? Bien évidemment, je vous propose d'aller à la place des Martyrs. C'est l'un des principaux lieux de commémoration de l'histoire du Bénin, avec une belle vue et des sculptures modernes. C'est aussi un bon endroit pour se promener et prendre de belles photos sans dépenser un seul centime. Vous pouvez aussi vous détendre à la plage de Vidrosset. La plage de Vidrosset, c'est l'un des meilleurs endroits pour se détendre. Vous pouvez marcher sur le sable, faire du cheval et profiter de la mer et du coucher du soleil. Voici, mesdames et messieurs, ce que je vous propose. Et n'oubliez pas, au cas où tout ceci ne vous convenait pas, restez chez vous, regardez des films, reposez-vous et surtout ne ratez pas Dis-moi qui est la plus belle sur Canal 3 Bénin. Restez chez vous, reposez-vous. Ne sortez pas. Fermez la porte à clé. Merci à vous, Hidayat Salifou, pour cette rubrique qui nous permet donc d'avoir de bonnes adresses, mais aussi des endroits à visiter. Je retiens cette proposition d'aller visiter Ganvier, qui est un village de la Cruz, c'est assez intéressant. Vous y avez, vous pouvez vraiment trouver un environnement assez agréable, n'est-ce pas, pour passer de bons moments. Merci à vous, à vendredi prochain pour notre agenda, n'est-ce pas, pour nos amis. Avant que je n'oublie, si vous avez des événements et vous voulez qu'on en parle sur les bons plans du week-end, n'hésitez pas à contacter notre service commercial. Merci. C'est vrai, ça pourrait vous intéresser. Mettez à notre disposition vos adresses, n'est-ce pas, au niveau du service commercial pour que nous puissions vous les présenter. Merci beaucoup. On va installer à présent le forum de discussion, les débatteurs, n'est-ce pas, après cette rubrique, les bons plans du week-end. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays.
ne permettant pas aux cybercriminels et gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi, la Rouennou a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un S international béninois qui a beaucoup apporté. Il est venu. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays, ne permettant pas aux cybercriminels et gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. William Cliquant, bonjour. Bonjour Eric. Franck Bonjour à tous. Bonjour. Notre sujet ce matin, du Tchad au Sénégal, les propos d'Emmanuel Macron sur l'ingratitude des dirigeants africains passent mal. Lors d'un discours devant les ambassadeurs français à Paris, lundi 6 janvier dernier, le chef de l'État a estimé que les chefs d'État africains avaient oublié de dire merci lorsque la France était intervenue militairement au Sahel en 2013. Comment réagissez-vous ? Macron demande qu'on soit reconnaissant pour Serval, l'opération qui a amené les militaires français et François Hollande à intervenir au Mali quand avait un peu avant les accords les accords d'Alger avec les rebelles de l'Azawad. Le Mali était suffisamment entre-déchiré. Mais Macron a oublié de dire que, selon les dernières révélations de ces dernières années,
François Hollande promettait un État du Nord aux rebelles de l'Azawad. C'était une assistance empoisonnée. Il a oublié de dire, je me souviens de cette célèbre interview que Choguel Maïga a donnée à Alain Foucault sur les motivations réelles de la France à l'époque et de cette assistance voilée. C'est comme l'assistance dite de la France au peuple libyen, suffisamment bombardé par Kadhafi comme des rats. Et aujourd'hui, avec Big Malion et tout ce que la justice française révèle, nous savons en vrai ce qui aurait véritablement, parce que une partie de la condamnation est prononcée, mais pas toute, mais nous savons, avec les déclarations du fils de Kadhafi sorties ces derniers jours, nous sommes davantage situés. On a écouté aussi les mémoires d'un très proche conseiller des présidents français, Robert Rougy. Nous avons également de plus en plus des révélations dans l'actualité qui nous permettent d'être suffisamment situés. Vous savez, des gens ont peut-être été dupes en 2011 en applaudissant que Sarkozy, Obama débarquent, qu'ils se mettent à chercher Kadhafi à Benghazi et autour, que des opérations comme Serval descendent, qu'on crée des choses comme le G5 Sahel, des organismes tout faits avec l'hégémonie en toile de fond, comme ces organismes-là. Mais aujourd'hui, les gens sont suffisamment lucides et savent pourquoi ces puissances étrangères, notamment cette puissance coloniale, a un appétit sérieux à porter assistance en griffe, je mets assistance en griffe, à des États qui seraient en détresse. Aujourd'hui, il y a de sérieux soupçons sur les origines des armes qu'utilisent les rebelles dans ces pays qui sont en difficulté, dans ces pays qui craignent la scission, la coupure en deux, qui craignent la division même institutionnelle à travers la création de nouveaux États. On a vu le modèle du Sud-Soudan, que la communauté internationale a été même formalisée en reconnaissant ce 54e pays sur le continent africain en septembre 2011. Donc, on a désormais le visage de ces puissances, de la méthode qui est employée pour porter soi-disant assistance aux États. Quand c'est le cas, je me dis qu'on est un peu mal placé en tant que gouverneur français pour parler de gratitude. Est-ce qu'on veut nous parler des responsabilités à situer sur les exactions qui ont été commises pendant la colonisation, après la colonisation, les premiers coups d'État sur le continent? Je veux parler de celui de Sylvanus Olympio, du tout premier de Sylvanus Olympio jusqu'au plus récent, pour lesquels on voit encore les mains de la France. Je veux parler de Brice Oligui Nguema, des intronisations toutes faites comme celle du Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Aujourd'hui, c'est sur la question du Soudan qu'ils sont divisés. Sinon, avant que la question du Soudan et de l'apport, du soutien de Mahamat Idriss Déby Emeti divise la France, mais la France et le Tchad, c'était une longue histoire. On ne s'intéressait pas, la démocratie n'était plus un enjeu. Quand il fait tirer, il fait fusiller ces populations, on ne trouve pas qu'il fait ce que Kadhafi faisait et qui méritait une intervention française. Donc attention à continuer à faire du gros scénario institutionnel. Macron qui trouve que les dirigeants africains sont ingrats. Je me demande bien, je vous avais dit déjà que ces propos sont très mal dans nos tympans ici en Afrique. Vous savez, lorsque vous recherchez en dehors des noms cités par William, on vous parlera de la mort de Thomas Sankara et de bien d'autres. On cite les mauvais, les malheureux événements sur le continent africain. On y trouve toujours une main française invisible. On y trouve toujours des implications qui mettent en évidence le rôle de la France. Alors, je me demande pourquoi le souverainisme qui éclore aujourd'hui en Afrique dérange si tant la France, parce que vous savez qu'après le retrait des troupes actées au Mali, des troupes françaises actées au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad aussi, je crois, en Centrafrique, et que des pays ont annoncé, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, d'emboîter les pas à ces pays qui ont déjà dit « Niet, nous ne voulons plus d'accord militaire avec la France », que cela commence par véritablement déranger la France. Si vous aidez des gens qui vous disent à un moment donné « Nous ne voulons plus de votre aide », en quoi cela devrait gêner? Si, entre-temps,
vous ne tirez pas beaucoup de pitance, si vous ne tirez pas beaucoup d'intérêt dans cette aide que vous leur apportez. Et donc, c'est cela en réalité. On dira que ce sont nos dirigeants même qui ont sollicité. Oui, mais à un moment donné, je viens chez toi, Eric, dit donne-moi un bol de céréales, je n'en ai pas assez chez moi. Et à un moment donné, je dis garde ton bol de céréales parce que maintenant, j'ai pu labourer, j'ai pu récolter et que je me suffis à moi-même ou bien j'en demande désormais à William. Quel mal il y a en cela? Et donc, je pense que Macron s'est laissé aller à ces déclarations qui pour moi est une insulte à l'Afrique parce que en retour, lorsqu'ils apportaient leur aide aux États africains où ils étaient installés depuis des décennies, eh bien, ils repartaient également avec des intérêts. Tout ce que l'Afrique a pu apporter à leur pays pour se développer. Pourquoi est-ce que nous, on ne s'est pas levé un matin pour dire remboursez-nous tout, faites ci, faites ça. Donc, je pense que autant Macron est président de la France, autant les autres aussi sont présidents de leur pays et on n'a pas à les juger de cette façon-là. Mais lorsqu'on y voit de près, il y a également des comportements des Africains qui amènent ces États à se comporter à faire cette déclaration. Vous parlez de nos leaders. Oui, de nos leaders qui vont faire la courbette en France, même pour de petits sujets qu'on peut gérer entre nous en Afrique. On prend un avion, on descend à l'Élysée et puis on commence par faire la courbette. Quand cela a duré pendant des années et que les gens ont eu le temps d'exploiter et même de manipuler notre psychologie, de manipuler, notre mentalité, il est normal que Macron, à une réunion, à l'occasion d'une réunion comme celle à laquelle il a prononcé ces mots, qu'il s'adresse ainsi aux États africains. Heureusement qu'il a dit certains responsables, certains chefs d'État africains. Je pense que c'est malvenu, c'est pas du tout bien, c'est pas respectueux pour l'Afrique et on devrait demander à Macron de revoir sa copie. William Cliton, les réactions n'ont pas tardé sur le continent entre indignation et tout ce qu'on peut imaginer comme réponse à Emmanuel Macron. Je prends l'exemple du président du Tchad, bien entendu, qui selon lui, ses propos frisent le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois que Macron se trompe d'époque. Alors, une chose est de s'indigner, mais après, nous savons combien la France accompagne les États africains pour boucler un budget de l'année. Nous savons dans nos pays combien la France, à travers plusieurs programmes, assiste, n'est-ce pas, nos États. Une chose est de s'indigner, mais avec nos leaders, il reste aussi à travailler. C'est pour cela quand Mahamat Idriss Déby parle d'époque, je souris. La France est pour lui ce qu'elle a été pour son père. Son père a fait près de 30 ans au pouvoir, depuis le départ de Hissène Habré, jusqu'en Déby est mort en 2020 ou en 2021. Il a fait une trentaine d'années à la tête de son pays avec le soutien de la France. Et on sait combien il pesait dans le Sahel. Moi, j'ai toujours dit que le départ de Déby a aussi été un coup dur pour la question du terrorisme parce que Déby et le sud de la Libye, les difficultés pour le Sahel, Déby était un rempart, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Sa présence était quelque chose de stratégique et pour ça, il ne cessait de rempiler, d'enchaîner les mandats, de martyriser les opposants, de les contraindre à l'exil. Mais qu'est-ce que son fils ne fait pas aujourd'hui avec le soutien de la France ? Mieux, avec des élections au score intéressant, une légitimation à travers une légalité toute faite. Mais de quelle époque parle-t-on? Les mêmes choses se reproduisent à différentes dates et vous me parlez de question d'époque. L'époque est toujours la même. C'est pour ça, je pense que certains sont mal placés pour répondre à Emmanuel Macron. Autant lui, il est mal placé pour donner des leçons, mais je préfère que Ousmane Sonko réagisse encore que là. Le Sénégal a besoin encore de la France pour son budget de cette année. Les débats budgétaires que François Bayrou est en train de mener actuellement sur le budget de la France, il y a la question de l'aide publique au développement destinée aux Africains dans le budget français qui est en discussion. Voilà quelqu'un qui tient votre déjeuner et tient une partie de votre dîner à qui vous demandez un peu de respect. Attention, il vous tient vos tripes
il tient votre estomac, il tient même votre gros intestin et ce qui sort de là-bas plus tard. Donc, quand il tient tout ça de vous, vous n'avez pas à revendiquer le respect avec la grandiloquence qui a caractérisé le discours des gens. Je comprends qu'on exige à la France de l'égard, mais les gens, ils vont demander caution, protection. Vous savez ce qui a tué Laurent Gbagbo, malgré tout ce qu'il avait de bien pour la France, pour la Côte d'Ivoire, ce qui a fait qu'il n'a jamais gouverné pendant 10 ans au pouvoir et il a été tenu de bout en bout. C'est parce qu'à un moment donné, il était agacé d'affronter la France, d'être en opposition et qu'il est allé donner pieds et mains liés sa tête pour que les présidents français lui accordent soutien. Et c'est ce qu'il a tué. C'est ça qui a amené aux accords de Koumassi qui l'ont eu et qui ont fait qu'aujourd'hui, même s'il y avait un 4e mandat de Ouattara, Gbagbo va demeurer impuissant. Ses soutiens le seront. Observeront une France et une Côte d'Ivoire beaucoup plus francisée. Observeront un pays hybride de pensée et de réflexion, mais qui ne pourront rien. Où la principale partie de leur économie est détenue par la France. C'est un quartier de Guadeloupe ou de je ne sais quel autre territoire d'outre-mer, et on le consomme, on l'admet ainsi. Et même ceux qui ont un peu de légitimité à prendre la parole, comme Ibrahim Traoré, Ousmane Sonko et autres, arrêtez de tendre la main. Arrêtez de ne pas espérer. Vous savez, aucune puissance fut-elle mondiale. Vous voyez l'hégémonie, la condescendance qui habite les hommes politiques dans le discours. Ce n'est qu'envers des gens qui ont de la redevabilité vis-à-vis de ces hommes d'État. Vous n'allez pas voir un prince saoudien s'adresser comme ça à à n'importe quel pays. Hein. Vous n'allez pas voir ça. Vous voyez En fait, on dit en langue de façon triviale que c'est quand ceux qui laissent leur visage, c'est à eux qu'on regarde dans le visage. En fait, en bon français, c'est quand vous vous laissez berner, quand vous laissez une partie de votre autorité, que les gens en retour en abusent et enfreignent le territoire du respect qui vous est dû, en fait. Moi, je me résumerai sur la question. Autant Emmanuel Macron est très mal placé pour parler d'ingratitude qu'il aille retourner aux archives Première, Deuxième Guerre mondiale. Et autant certains n'ont pas droit à la parole pour lui répondre parce qu'ils sont tout faits par la France. Encore non, que dites-vous des réactions de ces leaders sur le continent en réponse aux propos d'Emmanuel Macron? On a entendu Ousmane Sonko, on a entendu Traoré, on a entendu bien d'autres leaders qui, certes, n'ont pas digéré les propos d'Emmanuel Macron, mais après, nous savons combien la France est présente dans les finances de ces pays. Écoutez, l'adrénaline peut monter jusqu'au crâne de ces dirigeants africains, mais il faut voir d'où nous sommes venus, et William a déjà peint toute la situation. Lorsque vous amourachiez pendant des décennies avec beaucoup de complicité, et même pour certains, pour des ambitions inavouées, sont prêts à aller faire des concessions avec les Français, avec les présidents. Vous avez vu avec les déclarations de ce conseiller de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui a fait le tour du monde, comment on peut de l'Élysée, dans un bureau de l'Élysée, dit je vais vitrifier tel président, un peu comme s'il était... de Robert Bourgi. Oui, et comme s'il était le majordome. Qui allait loin parce qu'il y avait des chefs d'État qui donnaient des valises d'argent. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Et donc là, est-ce qu'aujourd'hui, ceux-là vont se lever pour dire, mais écoutez, la France, parce que l'argent qu'on envoyait, qu'on le veuille ou non, ça atterrissait en France et ça servait les causes de la France, de certains Français. Et si nous ne prenons pas garde, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, Poutine peut en dire autant dans quelques années. Vous voyez comment on va là-bas pour baiser les mains à Poutine. Aujourd'hui, au niveau de l'AES, on dit c'est là-bas qu'il y a la solution, c'est là-bas qu'il y a la solution. En fait, nous n'anticipons pas. Nous sommes nos dirigeants, ils vont là où il y a, on pense avoir le salut, c'est fini, il faut y aller. On a rompu avec la France et puis on va se jeter dans les bras de la Russie. Et dans quelques années, quand Poutine va se lever pour dire, mais ces gens-là, c'est moi qui les ai sauvés des mains des Français, c'est moi qui les ai sauvés des mains des djihadistes, de la violence des djihadistes et tout ça. On va se dire, mais non, qui est-il pour venir nous donner des leçons, pour nous dire ci et ça?
on ne mûrit pas nos réflexions comme les Occidentaux, comme certains pays où, pour poser un acte, on regarde déjà quel impact cela peut avoir dans 5 ans, 10 ans, ce que cela peut avoir sur les générations à venir. Mais en Afrique, nous sommes toujours dans l'émotion, nous sommes toujours... on ne réfléchit pas trop. C'est important de leur rappeler cela parce que peut-être que ça ne sera pas en notre temps. Quand les relations entre la Russie et ces pays-là qui aujourd'hui vont tous là-bas, j'ai vu encore, je crois, c'est Touadéra ou un chef d'État qui était là-bas récemment, qui est allé soumettre des doléances à Poutine. Et donc ça va continuer et après on va se surprendre de voir que, ou bien d'écouter des propos du genre. C'est dommage pour l'Afrique. Il va falloir que nous nous ressaisissions et que nous sachions où nous allons parce que nous sommes au 21e siècle et on continue encore de traîner ces genres d'injures. Moi je trouve que c'est pas bon. Nous n'allons pas laisser un bon héritage pour les générations futures. En tout cas, ça porte à réfléchir sur le comportement de nos leaders vis-à-vis de cette puissance. Merci à vous, Franck Arnaud, William Cliquant, pour cet échange sur ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis depuis 7 heures. C'est le dernier numéro d'Actu Matin de la semaine. Merci de votre fidélité à nos programmes. Je vous laisse avec Assiongban Kanye Assiongban pour la revue de presse. Je vous retrouve très bientôt, pourquoi pas. À 13h, c'est votre journal. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien, à très bientôt et très bon week-end. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le procès pour détournement de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts a donné son verdict et comme l'informe Info Matin, il est prononcé 30 ans de réclusion contre Carlos Adouano et Blaise Salano. Fraternité précise qu'au terme de 4 jours de procès, les principaux accusés, Carlos Adouano et Blaise Salano, ont écopé chacun de 30 ans de réclusion criminelle avec une amende d'1 milliard de francs CFA. Leurs propriétés ont été saisies et ils sont sommés de verser solidairement plus de 7 milliards de francs CFA à l'État en dommages et intérêts. Également impliqué dans cette affaire, Marc Salano s'en est tiré avec 7 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de francs CFA. Cependant, la criette a acquitté les autres prévenus, faute de preuves irréfutables pouvant établir leur culpabilité. Il s'agit de l'ancien directeur de la gestion des ressources, Lambert Ablé, Gisèle Salano, Victorine Hounou, Paul Edo et Romain Awessou. La Nation ajoute que les condamnés ont 15 jours pour faire appel de la décision. Selon le ministère public, pour les faire reprocher à Carlos et Blaise, le code pénal a prévu la réclusion criminelle à perpétuité. Mais il relève que la loi donne aussi à la Cour de faire un aménagement et sur cette base, il a requis la condamnation de Carlos Adouano et Blaise Salano à 30 ans de prison ferme. L'autre quotidien analyse ce verdict comme un verdict lourd pour les uns et clément pour les autres, qui écope d'une peine moindre, parlant ainsi de Marc Salano et des personnes acquittées. Le même journal qui, dans l'affaire tentative de coup d'État, rapporte que 5 jours sont donnés à Olivier Bokoy et Osvaldo Meki pour constituer de nouveaux avocats. À l'audience jeudi, relate la Nation,
La Cour a accordé un délai supplémentaire de 5 jours afin de permettre aux prévenus de reconstituer leur conseil. La Cour, par un jugement avant dire droit et suivant une réquisition du procureur spécial Mario Metonou, a accordé le délai supplémentaire et demandé au ministère public d'effectuer les diligences nécessaires à cette fin afin que le procès reprenne le mardi 28 janvier. Le journal ajoute qu'il prend l'engagement d'entrer en contact avec l'agence pénitentiaire du Bénin pour la satisfaction des doléances des prévenus. Mais avant Pointe Fraternité, la Cour a suspendu l'audience pendant plus de 30 minutes pour délibérer sur ces demandes. À la reprise, le procureur spécial de la Criette a exprimé son mécontentement face aux manœuvres de la défense, affirmant connaître l'issue de cette situation. Dans sa décision finale, la présidente a accordé un délai jusqu'au 27 janvier pour la reconstitution de nouveaux avocats. Le procès reprendra donc le 28 janvier, renchérit le journal. Hors des prétoires, Bénin Intelligent pointe qu'en 8 années de gouvernance sous le régime de la rupture, la déconcentration administrative au Bénin a atteint une nouvelle dimension grâce à la mise en fonctionnement effectif des 12 départements. Cette réforme majeure a permis de rapprocher les services administratifs des citoyens, réduisant ainsi les contraintes liées aux longues distances pour l'obtention d'actes administratifs. Le ministre Raphaël Akoteyon, dans son bilan, a souligné les années notables de cette initiative. Grâce à des infrastructures modernes et adaptées, les conditions de travail des agents administratifs seront améliorées, tout comme l'accès des populations aux services publics. Cette initiative s'inscrit dans une logique de développement équilibré et durable du pays, garantissant ainsi une administration de proximité plus performante, fait observer le journal. Fraternité de renchérit qu'en à peine 4 ans, le pays a vu le choix des chefs-lieux de nouveaux départements, la réhabilitation des infrastructures administratives et un renforcement des ressources humaines dans les collectivités locales, avec des investissements colossaux dans les infrastructures socio-économiques et la création d'une police municipale moderne. Le gouvernement a transformé le visage de l'administration territoriale, contribuant ainsi à une gouvernance plus efficace et plus proche des besoins des populations. Dans la suite, la nation indique que les travaux initiés dans le cadre de la mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa, Cotonou et d'Akblangandan, Semekpodji évoluent bien. Il pourrait être livré avant la fin du délai contractuel. À peine installé dans ses fonctions, le nouveau ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines y a fait un tour le jeudi 23 janvier et en est reparti satisfait. Paulin Akpona, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, et son collègue en charge de la décentralisation, Raphaël Akoteyon, étaient sur le chantier des travaux lancés en vue de la mise en œuvre de la mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable à partir des champs de captage de Porto Novo. Les 2 ministres et les techniciens de la société en charge des travaux, des responsables de la Société nationale des eaux du Bénin, le préfet de l'OME, des élus de Semekpodji et quelques autres personnes en ressources ont fait le tour des installations pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Fin de la revue de presse quotidienne. Merci de l'avoir suivi.